Quand on réfléchit à la manière avec laquelle on travaillera d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, je pense que ça vaut le coup pour nous tous de se poser la question, qu'est-ce qu'une IA va faire mieux que moi? Il y a Thibaut Ellière, qui est un entrepreneur français. Il m'expliquait qu'il avait, en tant qu'entrepreneur dans le software, et dans le SaaS en particulier, il avait envie de s'attaquer au roi du SaaS, qui est Salesforce, et en particulier au plus gros marché du software B2B, le CRM, qui cherchait des cofondateurs. Il existe plein de types d'entrepreneurs différents. Simon Mendes a décidé de s'attaquer à un problème immense, le CRM. C'est le logiciel qui permet aux entreprises de gérer la relation avec leurs clients, et c'est simple, toutes les entreprises en ont besoin. Mais c'est un secteur dans lequel des géants sont déjà en place, dont vous avez forcément entendu parler, comme HubSpot ou Salesforce. Simo a levé 10 millions d'euros pour attaquer ce marché et créer Folk, un CRM de nouvelle génération. Dans cet épisode, on parle de start-up, de ce qui fait un bon produit tech, de sa stratégie de vente et plein d'autres sujets. En nombre d'utilisateurs en base de données, on doit être à plus d'1 million. Déjà, je pense que l'anxiété, quand tu es entrepreneur, tu dois t'habituer à bien collaborer avec elle, bien vivre avec elle. Le penchant positif, c'est que moi, je suis un optimiste, je pense. La meilleure manière de faire en sorte que, in fine, que ça se passe de la bonne manière, c'est de les faire. C'est de te mettre dans une position où tu vas lever tes manches. S'il faut faire le truc, et si ça demande beaucoup de boulot, juste tu vas le faire. Welcome. Merci. Super content de te recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Donc attends, on devait le faire quand? On devait le faire en décembre. Exactement. À Casa. My bad, c'est moi qui ai annulé. On avait un petit problème de studio à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a 2 mois. Les risques du métier. Les risques du métier. Les risques du direct. Exactement. Et en tout cas, super content de te recevoir, Simo. Vraiment. Tu es le founder de Folk. Exactement. Donc, Folk qui est un CRM. Tu sais, en préparant, je me suis dit, le gars, il monte un CRM. C'est super difficile, super compliqué. Il y a plein de grosses boîtes qui font ça. Et je me suis dit, en fait, tout le monde doit te dire ça, mais tout le temps. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu lui dis ce que tu fais, il te dit, ah ouais, un CRM, super compliqué. Il y a déjà HubSpot, il y a déjà Pipedrive, etc. Et depuis que tu as monté la boîte, comment tu as eu l'idée de monter la boîte et comment tu vis ce truc où en fait, tu es en train d'attaquer une industrie qui est super difficile, où probablement tous les gens qui font du SaaS, ils se disent, OK, le CRM, c'est vraiment très compliqué. Alors, la backstory, c'est que moi, j'étais à HEC. Je devais retourner en conseil en strat, chez McKinsey, où j'avais fait ma césure. Et je faisais le wagon pour apprendre à coder. Et il y a Thibaut Ellière, qui est un entrepreneur français, qui a notamment créé Photolia et ensuite Exai Founders, qui est venu donner un talk au wagon, que j'ai adoré. J'ai adoré l'énergie que le gars dégageait. Et ensuite, j'ai décidé de lui écrire. Je lui ai envoyé un DM sur Twitter, auquel il a répondu. On a pris un café et le match est passé parfaitement. Et il m'expliquait qu'il avait, en tant qu'entrepreneur dans le software, et dans le SaaS en particulier, il avait envie de s'attaquer au roi du SaaS, qui est Salesforce, et en particulier au plus gros marché du software B2B, le CRM, et qu'il avait une approche qui pensait pouvait faire sens, qui cherchait des cofondateurs. Est-ce que j'étais chaud pour essayer quelques mois de travailler ensemble, voir ce que ça donne. Donc c'était comme ça que ça a commencé. Justement, à ce moment-là, j'ai eu la même réflexion à partir du moment où j'ai commencé à creuser le marché du CRM. C'est un énorme marché, certes. C'est ta première boîte. C'est ma première boîte. C'est un énorme marché, certes, mais qu'est-ce que c'est compétitif? Et là, je me souviens, c'était marrant. Il me disait, écoute, c'est marrant que tu dises ça. Quand tu vas au resto et que tu vas dans une rue, tu as peut-être parfois des rues où tu as 10 restaurants pour 100, 200, 300, 400 personnes qui passent dans la rue. Donc, si tu appliques ça à des business physiques, la compétition est parfois, elle est dingue. Dans le monde du CRM, c'est sûr, il y a des gros players. Il y a Salesforce, il y a HubSpot. Tu as peut-être une dizaine ou une quinzaine de players. Mais pour un marché où tu as 9 boîtes sur 10, au-dessus de 10 employés qui utilisent un CRM. En fait, vu comme ça, c'est très, très concentré, en fait. C'est très concentré. Tu dis, tu as 9 boîtes, parce que tu dis ça, mais je crois que peut-être tu as 3-4 très grosses boîtes. Après, moi, je ne connais pas très bien le marché CRM, mais HubSpot, Pipedrive, Salesforce. Exactement. Déjà, c'est les 3 plus gros. Et ensuite, tu en as 5-7 qui sont quand même taille... Bon, qui restent très gros aussi. Exactement. Donc, c'est presque même étonnant que sur un marché aussi gros, sur un marché aussi gros, tu n'aies que 3 gros players qui se taillent la part du lion. Et ce qui crée une énorme opportunité. D'autant plus que ces 3 acteurs, aujourd'hui, ils ont une perception qui est super négative. Parce que c'est des outils qui sont perçus comme étant très manuels, difficiles à mettre en place, très statiques. Là où aujourd'hui, on passe dans un monde où tu veux un outil qui soit très simple d'utilisation, qui se met à jour automatiquement, qui te recommande quoi faire, encore plus depuis qu'on a l'IA. Et donc, tu as la conjonction d'un marché qui est énorme, avec quelques players qui s'accaparent le gros du revenu, et avec une satisfaction très faible,
Donc, Qu'est-ce qui fait que tu es aussi peu de players qui aient pris le marché? Parce que tu vois, on aurait pu imaginer une situation où tu as des players locaux, tu vois, par pays ou par région. En fait, c'est des players qui sont globaux et qui sont en petit nombre partout et, et qui sont cross-channel, tu vois. On n'a pas non plus de CRM qui est très spécialisé sur que certaines channels et pas d'autres. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi à gagner ce marché-là? je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Le premier étant que il y a des marchés qui sont très régionaux ou qui dans le sens où on va avoir des réglementations particulières, où on va avoir accès à de la donnée particulière. C'est pas le cas du CRM. Vendre en Europe et vendre aux US et vendre au Middle East, tu as besoin d'avoir des leads, des prospects, d'avoir les bonnes infos sur ces prospects, d'interagir avec ces prospects, de pouvoir les suivre sur ton canal de vente. Ça ne change pas fondamentalement d'un pays à un autre. Je grossis les traits, il peut y avoir des petites nuances géographiques. Par exemple, en Europe ou en Amérique latine, on utilise beaucoup WhatsApp, beaucoup moins aux US. Mais globalement, les méthodes de vente sont les mêmes d'un pays à l'autre. Moi, depuis le premier jour, on vend aux US comme étant notre plus gros marché et on vend dans tous les pays parce qu'il n'y a pas d'effort incrémental au fait de vendre dans un pays Tu n'as pas N. vraiment besoin de personnaliser en Et- fonction des pays. Exactement. Versus si je compare à, je sais pas moi, Payfit, par exemple, qui gère des fiches de paye. Mm. Franchement, le faire en France, c'est très particulier. Ouais. S'ils veulent aller en Une Allemagne, fois que tu as réussi à le faire en France, tu as vraiment créé de la valeur. Parce que juste la barrière réglementaire, elle est. exactement. Et donc, c'est deux typologies de boîtes différentes. Tu as les boîtes qui sont horizontales par défaut et où tu vas t'adresser à plusieurs marchés géographiques, ce qui crée finalement, ce qui agrandit la taille du marché que tu adresses, mais qui crée moins de barrières à l'entrée. Et tu as des boîtes comme Payfit dans les fiches de paye, sur des marchés qui sont très régulés, où tu as besoin d'avoir accès à de la donnée particulière, qui vont lancer pays par pays. Nous, on est dans le premier cas. On est sur un marché horizontal. Le deuxième élément, c'est que le deuxième élément qui explique qu'il y a aussi peu de players, c'est que le marché du CRM, c'est un marché très mature, où les attentes en termes de profondeur fonctionnelle sont extrêmement élevées. Et donc, pour pouvoir arriver à la profondeur où on est, ne serait-ce que considéré dans le cadre d'un appel d'offres ou par un client comme étant un CRM, il y a une temporalité d'investissement fonctionnel qui est ultra importante. Tu vois, justement, tu te dis demain, tu as envie de rentrer sur un marché qui est aussi gros que le CRM ou d'autres marchés qui sont, je sais pas, les navigateurs par exemple, tu vois, des marchés qui sont vraiment très gros et où il y a des players qui ont une grande profondeur de fonctionnalité. Le problème que je vois quand tu veux rentrer sur le marché, c'est qu'effectivement, ils ont déjà plein de fonctionnalités. Donc, tu ne peux pas arriver en disant, en fait, je vais faire un MVP, je vais faire un premier produit. En fait, c'est difficile de descendre à l'essence du produit pour proposer quelque chose que tu peux créer, que tu peux construire en 6 mois, 12 mois. C'est marrant, j'en parle souvent avec mes associés, on parle de ce phénomène comme étant le syndrome du client mail. C'est-à-dire que le client mail, donc ton Gmail ou ton Outlook, peu importe, tout le monde l'utilise. Tout le monde a une représentation de ce que tu attends dans un client mail. On a l'impression que c'est un outil assez simple. Pour autant, construire un client mail digne de ce nom, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, avant qu'on ait l'IA, ça prenait quelques années. C'est vraiment un produit complexe à construire parce que tu as une grande profondeur fonctionnelle à aller couvrir. Et si je te dis, écoute, moi je vais te mettre dans les mains un client mail, mais la fonctionnalité forward, je ne l'ai pas encore incluse, celle-là tu peux pas, et tu vas me dire, mec, qu'est-ce que tu me racontes? Je ne vais pas utiliser ce truc. Et donc, c'est ce qu'on retrouve en fait dans les marchés très matures, dans ce qu'on appelle les catégories existantes, c'est que les clients ont une représentation de ce qu'ils attendent dans ce produit, avec une checklist d'éléments qu'il faut absolument checker avant de pouvoir te différencier. C'est en comparaison par rapport aux boîtes qui vont essayer de créer leur catégorie, qui vont essayer de créer des nouvelles catégories, où pour le coup, la demande est moins formalisée, mais Là, où tu défines. Il y a un pain point, il n'y a pas vraiment de solution. Et donc, s'ils arrivent à faire l'essence même de la solution qu'ils pourraient résoudre, c'est déjà quelque chose qui va être accepté par les consommateurs. Exactement. Et après, il y a des avantages et des inconvénients dans le fait d'essayer de créer une nouvelle catégorie versus aller dans une catégorie existante où il y a déjà de la demande qui est prouvée et où tu essaies d'arriver avec un produit qui a des meilleures caractéristiques. Ok, donc moi je rentre dans une industrie comme ça. Donc toi dans le CRM en 2020, 2021 2020. 2020. Quand vous vous êtes posé cette question, comment vous avez adressé le problème? Alors, la réalité, on a eu une approche que je trouve assez marrante, c'est que, et très naïve,
C'est qu'on a commencé par se dire on a une compréhension un peu fumeuse de ce que c'est que le CRM et de pourquoi on a envie de s'attaquer à ce marché. Faisons une page vitrine, faisons une landing page et voyons si les gens résonnent avec la représentation qu'on s'en fait. Donc on crée une page vitrine où on explique comment on imagine ce CRM, comme si on avait un produit. Comme si on avait un produit, on donne la possibilité aux gens de s'inscrire. Et là, on est étonné par l'engouement que ça crée, parce qu'on a quasiment 10 000 personnes qui s'inscrivent sur cette page vitrine. Et ça, c'est une mine d'or pour nous, parce que c'est ces personnes à qui on va parler, interroger, pour comprendre quelles étaient leurs problématiques. Donc, on a capté des gens qui résonnent avec le problème, et ensuite, pendant 6 à 9 mois, on leur parlait à raison de plusieurs personnes par jour pour comprendre qu'est-ce qui les a amenés à chercher un nouveau CRM. Je veux bien que tu me racontes cette partie-là parce que c'est super intéressant. Donc, landing page, il y avait déjà des images du produit, c'est-à-dire qu'il y avait un design sur le papier du produit que vous avez imaginé. Fait sur Figma, donc c'était du fake. Donc c'était du fake, enfin c'était un mais design, pas un produit. Exactement. Vous aviez déjà une première idée. Waiting list. Exactement. J'avais vu un article où c'était plusieurs milliers de personnes, non ? Exactement. Donc là, comment vous faites déjà pour avoir plusieurs milliers de personnes ? C'est juste réseaux sociaux, Exactement. LinkedIn, email. Réseaux sociaux, LinkedIn, email. Ok. Là, tu te rends compte. Et c'est ce qui nous a étonnés, c'est que l'engouement était bien au-dessus de ce qu'on aurait attendu. On serait attendu à quelques centaines, peut-être de personnes. C'était des gens qui utilisaient déjà des CRM et qui avaient des problèmes avec leur CRM. C'était des gens qui utilisaient déjà des CRM et qui avaient un problème avec leur CRM ou qui étaient sur des spreadsheets, sur des Notion, Google des Airtable, okay. qui appréciaient ce côté un peu très flexible et très customisable de la spreadsheet, mais pourtant qui étaient très frustrés par le fait que la spreadsheet, tout soit manuel. Ok. Et le premier produit que vous avez mis en avant, juste en Figma, Wireframe, etc. C'était le mariage parfait entre la spreadsheet et le CRM. Il y avait déjà un côté un peu à la Notion, c'est-à-dire très, comment dire, très élégant, très simple, design très minimaliste. Il y avait un peu de ça, non ? Exactement. Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. C'était déjà dans l'esprit dès le début ? Complètement. Nous, on a été inspirés par cette nouvelle génération d'outils de productivité comme Notion, comme Airtable, qui arrivaient avec une approche très léchée, qui donne énormément d'importance au design, à l'expérience, parce que c'est des outils dans lesquels les personnes passent toute leur journée. J'ai Folk, et alors que je ne sais pas du tout utiliser les CRM. Et c'est vrai que quand tu rentres, c'est ultra simple. C'est simple et c'est modulable, un peu comme un Notion. Alors exactement. Donc on a été inspiré par cette génération d'outils, mais que les gens, on s'est rendu compte que les gens les tordaient pour les utiliser comme des CRM, alors que c'est pas fait pour. Et donc on s'est dit qu'il y a une opportunité. Pourquoi ne pas prendre ces design principles d'outils qui sont utilisés par des millions de personnes, à savoir très customisables, où c'est simple de rajouter un champ, où tu as cette interface de spreadsheet qui est l'interface qu'on connaît tous dans Excel ou dans Google Sheet, mais que tu viens augmenter en connectant ça à tous tes outils de communication. Que tu connectes à LinkedIn, que tu connectes à tes mails, que tu connectes à ton calendrier, que tu connectes à ton WhatsApp, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça te fait quoi ? Ça te donne un CRM qui est aussi customisable, aussi modulaire, aussi simple d'utilisation que les outils qu'on utilise tous les jours, mais où tout est fait automatiquement, parce que c'est nativement intégré aux sources que tu utilises pour interagir avec tes leads et tes prospects. Donc dans votre intuition, tu disais tout à l'heure notre intuition fumeuse, je reprends tes mots, c'est pas moi qui dis ça. Yes. Donc dans votre intuition fumeuse, du début, il y avait déjà ce côté-là design. Et tu vois, je regardais l'article, je crois que c'est 2021 où vous annoncez la levée. Vous dites pas CRM, vous dites XRM. Ça, c'était déjà dans l'idée ? Ça, je dirais que c'était une explication du positionnement où on voulait faire comprendre à notre audience qu'on est sur un outil qui est très customisable. Là où la problématique d'un HubSpot ou la problématique d'un Salesforce, c'est que tu dépenses 3 à 5 fois le prix de l'abonnement annuel dans le setup. Tu passes par des agences qui vont te set up. Il faut des spécialistes. Il te faut des spécialistes. Tu as tout un écosystème de boîtes qui te permettent de set up HubSpot et Salesforce, qui aujourd'hui génèrent plus de 50% du revenu d'HubSpot. C'est-à-dire, c'est des boîtes qui sont externes ou C'est des agences. C'est des agences. Comment elles peuvent faire 50% du revenu d'HubSpot ? 50% du revenu d'HubSpot et du revenu qui est touched by agencies, où tu as des implementation spécialistes. Attends, c'est-à-dire, tu as 50% des revenus des agencies qui repartent à HubSpot ? En fait, quand une agency met en place HubSpot chez un client, elle le met en place. Donc, HubSpot capte une partie du revenu
Et le client va payer l'agence pour la mise en place du service, pour la mise en place de la solution. Aujourd'hui, 50% du revenu qui est généré par HubSpot, c'est du revenu qui passe par ces agences. En fait, c'est des agences un peu certifiées par HubSpot avec des cadres très spécifiques. Exactement. Etc. Et donc, tu as un peu un innovator dilemma ici, qui est que le principe même qui fait que ces agences existent est que HubSpot est complexe d'utilisation, complexe de mise en place. Et que tu as besoin d'une agence pour t'aider à le setup. Et c'est ce qu'on a vu comme étant une opportunité en se disant, OK, la plupart des outils qu'on adopte en entreprise, on ne passe pas par une agence pour les mettre en place. Moi, si je dois adopter un Notion, franchement, je ne vais pas recruter une agence. Pourquoi mon CRM, ça serait différent ? Et c'est là qu'on a voulu faire comprendre, c'est un CRM qui est tellement simple, tellement customisable, tellement... Et tu vois, dans ce côté-là de customisable, j'ai l'impression qu'il y avait aussi... En fait, quand je vois les Pipedrive, les HubSpot, etc., c'est vraiment basé souvent sur du pipeline, alors que vous, c'est un peu basé sur ton network. Je dirais que c'est un sujet que je trouve marrant, mais que le data model d'un produit peut parfois en dire long sur la manière avec laquelle tu visualises le monde. Quand je dis data model, c'est quels sont les objets de base que tu utilises pour constituer, pour modéliser ton produit. Dans un HubSpot ou dans un Pipedrive, l'objet de base, c'est le deal ou ce qu'on appelle la transaction. Pourquoi ? Parce que c'est des outils qui ont une vision très transactionnelle du monde, où ce que tu as, c'est des leads où tu as une opportunité qui commence dans un pipeline et que tu dois faire passer à la fin du pipeline. Le data model, finalement, révèle une certaine opinion du monde, une certaine opinion, une certaine méthodologie que tu as envie de faire adopter à tes clients. Nous, l'objet de base dans le système, c'est la personne, c'est la relation. Parce qu'on pense on permet à des boîtes de pouvoir gérer des relations avec des personnes sur le long terme, pas nécessairement dans le cadre d'un pipeline de vente actif, potentiellement dans le cadre d'un pipeline ou d'un deal qui aura lieu plus tard. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui des boîtes qui ont beaucoup de nos boîtes ont une approche de vente qui est très high touch, à savoir, elles ne vont pas avoir 500 000 clients, elles vont avoir quelques centaines de clients, mais qu'elles ont envie de comprendre très très bien, avec lesquels elles ont des touchpoints très réguliers sur plein de channels différentes, et ce qui s'applique en particulier très bien aux boîtes qui sont B2B. Ouais, et donc qui veulent avoir une vue réseau. Donc, OK. Waiting list, on a plusieurs milliers de personnes. La partie, OK, on n'a pas encore de produit, mais il faut qu'on comprenne ces quelques milliers de personnes. Comment elle s'est passée, comment elle s'est organisée. Vous avez commencé à leur écrire des emails, à les appeler, à les rencontrer. Ces 6-9 mois, comment ils se sont passés ? Alors, c'est exactement ça. On commence à leur écrire des emails en les invitant à un call. On a un lien Calendly et on fait 30 minutes, 45 minutes de call avec ces personnes-là. On a un script de questions qu'on a envie de leur poser pour comprendre fondamentalement qu'est-ce qui a fait leur intérêt, qu'est-ce qui ont fait que ces personnes se sont inscrites. Et la manière avec laquelle on se positionnait Tu sentais qu'il y avait de la souffrance ou pas ? On sentait qu'il y avait de la souffrance. La manière avec laquelle on essayait de se positionner pendant ces interviews, je trouve, c'est d'essayer de se positionner comme si tu devais faire un reportage sur cette personne-là. Au moment où elle a décidé de s'inscrire sur cette waiting list, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Quel était le pain point initial ? Et comment ça se transcrit dans son quotidien au travail, pour la gestion en particulier de ces leads et de ces opportunités de vente, pour vraiment bien comprendre le contexte. Avant de passer sur la partie de solution, on voulait juste vraiment bien diagnostiquer. Qu'est-ce qu'elle utilise déjà ? Exactement. Et quel est le problème dans ce qu'elle utilise déjà ? Exactement. Et ça, là c'est là où on s'est dit, oh putain, il y a beaucoup de choses à construire. Il y a beaucoup de choses à construire. Certes, le problème est là, il est clair. Le problème, il est évident. Mais putain, il va falloir y aller. Quand tu dis le problème est là, il est évident, c'était quoi le problème ? Le problème, c'était que la perception des CRM traditionnels, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, était que c'était des outils qui étaient très lents, qui étaient très manuels, et compliqué, qui n'étaient pas connectés à mes sources modernes de communication, qui étaient complexes à mettre en place. Ils n'étaient pas connectés à quoi ? Ils n'étaient pas connectés à LinkedIn, pas connectés à WhatsApp, pas connectés aux news, pas connectés aux sources d'enrichissement. Donc, c'était des outils qui étaient principalement faits pour un monde dans lequel on vendait par email.
là où le monde a évolué, et plus multi-channel. Aujourd'hui, tu as également les calls, tu as les appels téléphoniques. Et donc, Mais donc ça, c'est quand même des attentes qui sont super élevées, parce qu'il faut construire tout le reste et en plus ajouter ça. exactement. Donc, on s'est dit... Il y a une partie de simplification, il y a une partie d'ajout de channel. C'est ce qui nous a fait dire que le MVP, ce qu'on dit souvent, le MVP, il faut sortir ton MVP. Le MVP, dans certains marchés, n'existe pas. Il y a certains marchés qui sont trop matures pour avoir une approche de MVP, où il faut arriver à un niveau de produit qui parfois demande des mois d'investissement, qui soit suffisamment plaisant pour être lovable. Il y a Y Combinator notamment qui a écrit sur la notion de minimal lovable product. Ça veut dire quoi? Plutôt que minimum viable, ouais. c'est la notion de lovable. Tu dois construire un produit pas simplement qui permette de répondre à un besoin parce que le client n'a pas d'alternative. Il faut que tu sois capable de construire un produit qui soit suffisamment bien pour que le client l'aime parce qu'il a des alternatives. Il a un pain point, mais il a des alternatives. Et c'est la plupart des marchés. Et c'est la plupart des marchés matures. Maintenant, ouais. C'est la plupart des marchés matures. Aujourd'hui, avec l'AI, tu as plein de nouveaux marchés qui se créent. Mais dans les gens qui ont rempli les waitlists, tu as deux parties. Tu as les parties qui ont déjà du HubSpot et c'est trop compliqué, etc. Et tu as les gens qui bricolent ou qui ont un Google Sheet, des Word quelque part, écrits sur un bout de papier, etc. etc. Cette partie-là, elle était plus facile à convaincre. Il n'y avait pas un MVP qui était possible à construire pour eux? C'est intéressant de voir parce que nous, c'est une question c'est une donnée qu'on traque aujourd'hui encore. D'où viennent les gens à la base? Est-ce qu'ils viennent de nulle part? Ils viennent d'un Google Sheet? Ils viennent d'un CSV? Est-ce qu'ils viennent de HubSpot? C'est une donnée qu'on traque. Au fur et à mesure que la boîte a évolué, on voit que la part des personnes qui viennent en particulier de HubSpot prend de plus en plus d'importance. Initialement, c'était quasiment que des gens qui venaient des spreadsheets au tout début parce que le produit avait un niveau de maturité qui permettait de répondre à ces personnes-là, mais pas à une équipe constituée, formée avec du reporting, avec des logiques d'intégration avancées, des automatisations. Et ce premier produit, donc au tout début quand vous commencez, tu disais bon, c'est pas un MVP, c'est déjà un minimum lovable product. Fallait quand même déjà de l'investissement, du temps pour le construire. Et vous avez pris plutôt ce chemin-là? Vous vous êtes dit, on va viser des gens qui n'ont pas encore de CRM, des freelances, des agences, du B2B, mais qui n'utilisent pas de CRM? Exactement. On s'est dit, honnêtement, c'est plutôt que d'aller de s'attaquer tout de suite à HubSpot, qui est certes un outil avec une perception négative, mais qui font 800 millions d'ARR sur le CRM et qui ont une profondeur fonctionnelle qui est assez dingue, plutôt que d'aller s'attaquer tout de suite à ça, allons chercher le bas du marché, qui est plus simple et qui est plus simple à convertir parce que ces personnes utilisent des Notion, des Airtable, des spreadsheets, que honnêtement, avoir un CRM qui n'est pas connecté à tes mails, pas connecté à ton LinkedIn, pas connecté à ton WhatsApp, c'est un pain qu'on peut régler plus facilement, plus rapidement. Faisons ça et au fur et à mesure que le produit mûrit, on ira vers des équipes de plus en plus grosses. Et donc, c'est encore un process qui est en cours. Aujourd'hui, mois après mois, on va chercher des équipes de plus en plus grosses, en essayant de garder cette simplicité qui est la raison pour laquelle nos clients nous aiment, mais en allant chercher des équipes de plus en plus matures. Lorsque vous finissez ces 6 à 9 mois de discussion, etc., à quel moment vous levez des fonds? On lève des fonds au bout d'environ 1 an, au bout du moment où... il faut commencer à build le produit. Non, pendant les 6 à 9 mois, on construisait le produit. En parallèle. On construisait le produit en parallèle. Au bout de 9 mois, on sort une première version qu'on met dans les mains des premiers utilisateurs et on commence à analyser non pas simplement uniquement les retours qualitatifs, mais on voit également l'usage et des métriques comme l'engagement, comme la rétention. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, il y a quelque chose. On commence à avoir un produit intéressant, levons des fonds pour pouvoir accélérer sur le développement. Sur le développement technique, on avait besoin d'une équipe un peu plus grosse. D'accord. Donc là, j'ai vu, vous avez levé avec Axel et 35 business angels. Alors ça, c'est à l'époque ce qu'on a annoncé. Opérateur. C'est à l'époque ce qu'on a annoncé depuis. Il y en a environ 120 des opérateurs qui ont Il y a 120 opérateurs qui ont investi chez toi. Donc des CEO, des C-level, des opérateurs dans des startups. C'est énorme. C'est énorme et honnêtement... Il faut un CRM pour traquer les invests. Mais honnêtement, c'est une mine d'or pour moi, pour un entrepreneur. Donc tu tapes dedans quand tu as un sujet spécifique, tu regardes un petit peu... En fait, c'est exactement ça. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de se donner une représentation des sujets sur lesquels, en tant que boîte, on devait être pertinent
pour pouvoir construire une boîte qui soit une réussite. Nous, dans notre cas, on doit être pertinent sur le produit, sur le design, sur la tech, sur les sales, il y a un nombre de sujets qui est assez limité. Ok. Parce que là, j'ai Qui la est-ce- liste des premiers 35. Il y a des Avengers, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gros noms. Ouais, il y a des gros noms. Je pense que depuis cette liste, il y en a eu des encore plus gros. Il y a des Intercom, Dropbox, Figma. Ok. Non, franchement, on a eu beaucoup de... Et c'est pas très standard d'avoir autant d'investisseurs. C'est pas du tout standard, mais on a essayé de se poser la question de qu'est-ce que je peux aller chercher dans une levée en plus de l'argent. Et une des grandes, je dirais, une des grandes réponses, c'est se dire au moment où j'ai une problématique dans mon business, ce qui m'arrive plus ou moins tous les jours, plusieurs fois par jour, et qu'il y a des problématiques où je peux pas répondre simplement avec les compétences qu'on a en interne, pourquoi pas aller chercher le Avenger sur le sujet et lui est quelqu'un qui soit du coup susceptible de te donner son temps. Pourquoi ? Parce qu'il a mis de l'argent et qu'il est intéressé à la réussite de ce business et de t'aider à craquer ça. Et honnêtement, moi je donne plusieurs exemples, mais plusieurs exemples que j'ai vécu, mais un qui m'a le plus marqué. C'est qui celui qui t'a le plus aidé? Ouais, celui qui m'a le plus marqué. Nous, on a un des fondateurs de Dropbox Ok. qui s'appelle Arash qui est Dropbox, c'est le case in point des boîtes qui ont craqué le referral. À l'époque, il y avait un case study qui était très connu où Dropbox te permettait de gagner plus d'espace de stockage si tu invitais une personne. C'est la boîte de référence sur les referrals, sur les mécaniques de referral. Et à un moment, on se posait une question de savoir comment craquer ça, comment craquer les mécaniques product-led de manière générale au sein du produit, faire qu'un utilisateur ramène plus d'utilisateurs. Product-led en comparaison avec sales-led, c'est-à-dire que ce soit le produit qui attire de plus en plus d'utilisateurs, soit en le partageant, soit juste parce qu'ils se disent c'est génial, il faut que j'en parle à quelqu'un, etc. Exactement. Okay. Et donc, avoir l'opportunité de partager avec le mec qui a craqué ça pour Dropbox, qu'on comprenait et quelle était la manière avec laquelle nous, on envisageait de faire les choses et qu'il puisse nous challenger et répondre potentiellement à nos questions, honnêtement, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Et ça, on l'a reproduit, je sais pas, par exemple, quand on était en train de mettre en place nos premiers Customer Success, on a échangé avec David d'Apple, qui est le fondateur, qui est le Head of Customer Success de Notion. Bah, franchement, tu gagnes une année peut-être de travail avec ces insights. Tu gagnes une année de travail. Et donc, moi, je pense que cette approche qui est d'impliquer des opérateurs angel qui l'ont fait dans les plus belles boîtes, sur tous les grands sujets qui sont des sujets importants pour ton entreprise et créer une vraie relation avec eux, ça rend vraiment ta vie d'entrepreneur beaucoup plus simple. C'est des tickets entre 10 et 50 000 euros, quelque chose comme ça? Un peu plus, entre 10 et peut-être 200 000 euros. Okay. Mais en tout cas, moi, mon but, c'était pas forcément de maximiser sur la taille du ticket, d'optimiser la taille du ticket. Il n'y a pas de raison. S'il y a quelqu'un qui est hyper intéressant et que j'ai envie d'avoir à la cap table, avec qui je m'entends particulièrement bien, mais même qui a envie de mettre 5 000 euros, il n'y a pas de minimum. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Moi, je veux juste que la personne mette suffisamment à son niveau pour être suffisamment intéressé à la réussite du business. Pour que quand je lui demande un conseil, il se dise putain, il faut vraiment que je lui donne un bon conseil parce que ça m'intéresse. Ça, j'ai intérêt à ce que la boîte réussisse. Comment tu fais pour garder le contact avec eux, parce qu'ils sont 120? C'est du reporting, donc tu envoies des emails réguliers, je sais pas, tous les quarters ou quelque chose. Et donc là, peut-être que tu poses des questions globales que tu as, il y en a certains qui te répondent. Comment tu fais pour garder le contact? Il y en a beaucoup. Un des meilleurs rituels, je pense, en tant qu'entrepreneur, c'est d'envoyer un investor update tous les mois. Parce que ça te permet de te rendre accountable, donc de te rendre, je ne sais pas comment on dit en français, mais de te rendre... je ne sais pas, je le dis aussi en anglais. Accountable, en tout cas. Ou dans ce reporting que j'envoie tous les mois, le premier du mois, je donne mes derniers chiffres. Je dis ce qui s'est bien passé ce mois, ce qu'on a appris, ce qui s'est moins bien passé, ce que je compte faire le mois prochain. Systématiquement, tous les mois. Et déjà, c'est un super exercice à faire pour moi. Parce que moi, je me pose sur le dernier Investor Update, je le revois et je réfléchis. Tu prends un moment pour faire pause, parce que tous les jours, on est dans l'exécution. Tu prends un moment pour faire pause et pour réfléchir à ce qui s'est bien passé, ce que tu as envie de changer, ce que tu as envie d'améliorer, ce que tu as envie de continuer. Et aussi à mettre ça en perspective par rapport à ton plan sur l'année et à ta vision au sens large. Ok, donc je veux bien comprendre comment tu t'organises justement.
T'as un plan sur l'année. Donc là, fin 25, t'as fait un bilan de l'année, t'as fait un plan sur l'année. Et ensuite, tous les mois, tu fais un plan pour le mois. Comment tu organises ça? C'est une super question. Moi, j'adore mettre en place des process que tu suis de manière très mécanique, qui te mettent sur les rails, qui te mettent complètement sur les rails. Et c'est notamment quelque chose qu'on a vu chez Exa, chez eFounders. Un de mes rituels préférés, deux de mes rituels préférés, c'est tous les lundis, on commence la journée. Bon, là, d'habitude, c'était le matin. Là, on est passé à l'après-midi parce qu'on a une personne sur une autre time zone. On commence la journée par un agenda. Donc, on revient sur toute la boîte élan. C'est un all hands et on revient sur tout ce qui s'est bien passé la semaine d'avant, sur les chiffres de la semaine d'avant, en fonction des différents départements. On va parler des chiffres Customer Success, des sales, de la tech, de ce qu'on a appris, des priorités de la semaine. Et je commence toujours par un petit mot inspirant sur un sujet que j'ai en tête, moi, qui est un sujet très contemporain duquel j'ai envie de parler. Par exemple, là, cette semaine, c'était quoi? Là, par exemple, cette semaine, on a un programme qui s'appelle les Design Partners, où on a 10 boîtes avec lesquelles on travaille, on construit pour ces boîtes-là. Plutôt que d'écouter tous les parce qu'aujourd'hui on a 4000 clients, des feedbacks on en reçoit dans tous les sens. Donc plutôt que de se dire je vais essayer d'optimiser pour ces 4000 feedbacks, 4000 clients, 4000 feedbacks, on prend 10 boîtes qui représentent exactement bien à peu près tes clients. Qui sont des boîtes modernes, représentatives, pour lesquelles on a envie de construire, et on construit pour ces boîtes-là. D'accord. Et donc ça, tu commences par en parler. Je commence par en parler. Un truc important, actuel pour la boîte. Exactement. Et après, c'est team par team. Et après, c'est pas team par team, c'est que moi qui parle, mais où je donne les métriques, ce qui s'est bien passé la semaine dernière, ce qui s'est mal passé, le plan pour la semaine qui suit. Et ensuite, on a quelques minutes pour des questions, s'il y a des questions. Mais, okay. Ce que j'aime bien dans ça, c'est qu'on commence la semaine, on commence par donner le rythme. Ouais. On est là. Ouais, on se met tout de suite sur les rails. Ouais. Et honnêtement, moi, déjà, je prends du plaisir à le faire parce que je le fais le dimanche. Donc, tous les dimanches, je me pose et je réfléchis à ce qui s'est bien passé dans ma semaine et je réfléchis à quels étaient les objectifs que je me suis donné la semaine d'avant. Et donc, pour le deuxième rituel, c'est tous les vendredis. Là, on l'a fait un peu plus tôt. On a un rituel qui s'appelle la démo, où le but, c'est que chaque personne de la boîte puisse venir et montrer un truc qu'elle a shippé pendant la semaine. Tu vois, ça peut être un ingénieur qui va te montrer une fonctionnalité, ça peut être un sales qui va célébrer un contrat qu'il a closé, ça peut être un customer success qui va te montrer la migration qu'il vient de faire. Et en fait, ce que ça te crée comme culture, ça te crée une culture déjà de la célébration. Tu prends un moment avec la boîte, c'est un moment plus... Il faut avoir quelque chose à dire en fin de semaine. Il faut avoir quelque chose à dire. Tu dois... Non, mais de temps en temps, ça passe. Tu peux dire j'ai essayé de faire tel truc, mais la troisième semaine, il faut montrer quelque chose. Ouais, exactement. En fait, ça te crée une culture de l'exécution. Tu as envie que les gens ils soient là parce que j'ai envie de shipper des trucs, j'ai envie de sortir des choses qui créent du résultat pour les clients et j'ai envie de le montrer. Et c'est ça qu'on célèbre. En fait, ce que tu célèbres en tant que boîte, c'est ce qui crée ensuite les valeurs qui deviennent constitutives de ta culture. Donc, tu as des plans quand même sur le temps long, annuel. Tous les mois, tu fais des plans sur ce que tu as fait et même par semaine, en interne, vous... Exactement. Ça. Okay. Et tu essayes de toujours faire le lien par rapport ces plans qu'on fait de manière annuelle. Le but, c'est pas qu'ils vivent sur une slide ou sur un Notion qu'on consulte jamais. Le but, c'est de tout le temps les rappeler. Tu les rappelles tout le temps. Ils sont tout le temps top of mind et on est à X% de l'atteinte de nos objectifs. On est à Y% de l'atteinte de nos objectifs. Il n'y a pas de plan trimestriel, c'est juste annuel et mensuel, c'est ça? Alors si, on a un plan trimestriel et tous les trimestres, on a une session où on revient sur l'exécution du plan annuel. Ça a l'air assez lourd comme ça, mais la réalité, c'est que ça se fait c'est assez simple. Il faut tout le temps rappeler, tout le temps rappeler. La réalité, c'est que moi, je me rends compte qu'un des trucs que je fais le plus en tant que founder, c'est répéter la même chose. Je fais que répéter la même chose parce que tu as juste envie d'être sûr que si il y a quelque chose qui a été décidé dans la boîte, et souvent c'est une décision importante. Il y a beaucoup d'histoires comme ça que ça soit top of mind. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans des histoires d'entrepreneurs ou des bios d'entrepreneurs où leur équipe connaissait tellement ce qu'ils disaient qu'ils pouvaient finir certaines phrases parce qu'ils répétaient tout le temps les mêmes phrases. En fait, c'est assez courant, je pense que... Et la réalité, c'est que pour ta boîte, à un moment donné, il y a quelques idées, il y a quelques points qui sont très importants que tu as envie d'être sûr que tout le monde comprenne. Il y a quelques décisions clés que tu prends sur une année qui se compte peut-être sur les doigts de deux mains et tu as juste envie que ces décisions soient bien impliquées. Donc, tu n'as pas beaucoup de décisions qui sont très importantes
Après, tu as beaucoup d'exécutions où tu as des petites décisions, mais tu as quelques points très importants, tout le monde doit les connaître. Exactement. Ce dont on parle souvent, c'est le concept de one-way door ou two-way doors. Donc, en fait, tu as des décisions. Si tu la prends, la réalité, la porte, elle est un seul sens. Tu vas pas revenir en arrière. Et tu as les décisions qui sont two-way doors. Tu peux prendre la décision, tu vois comment ça se passe, mais tu peux revenir en arrière. Les décisions one-way door, il y en a très peu. La réalité, c'est qu'il y en a assez peu. Vous en avez eu, là, sur les 6 ans de la boîte? Est-ce que j'ai eu des décisions qui sont one-way door? Certainement. Est-ce que là, déjà le marché que tu choisis, les associés avec lesquels tu Les mags, débuts sont hyper importants. les fonds avec lesquels les fonds avec Qui sont tes investisseurs, qui sont tes qui est investisseurs, l'équipe, sur quel qui est marché l'équipe. tu vas. Donc il y a beaucoup de décisions comme ça qui sont entre guillemets one-way door, à plus ou moins grande échelle. Après, effectivement, rien n'est jamais one way door, mais oui, c'est quand même. Ouais. Sur les invests, comment c'est organisé? Donc, en 2021, vous avez annoncé 3 millions, je crois, environ. Donc, il y a Axel et, comme on disait, plein d'opérateurs. Et après, en tout, là, vous avez levé combien? Environ 10 millions. Environ 10 millions jusqu'à aujourd'hui. Vous avez levé ensuite qu'avec des opérateurs, c'est ça? Non, ensuite, on a rajouté des opérateurs et on a rajouté 2 autres fonds. Le fonds du fondateur de InVision, qui est un fonds très produit et du coup qui nous apporte cette appétence, et un fonds qui s'appelle Neo.com, qui est un fonds à San Francisco qui est notamment les investisseurs dans Cursor, dans Notion, dans Ramp. C'est un fonds vraiment star. Mais on n'a pas annoncé cette levée on l'a juste pas annoncé. Vous avez pas annoncé. Donc vous avez fait 2 tours. Exactement. Un premier et un deuxième. Ok. Le premier, le 3 millions, et un deuxième environ 6-7 millions. Exactement. D'accord. Ok. Donc, première levée, vous commencez à construire le produit. Ouais. J'ai vu que tu avais 2 casquettes dans la boîte, que tu avais la casquette go-to-market, donc marché, trouver des clients, etc. Et la casquette produit. Ça, tu fais les deux, et vous êtes deux cofondateurs, c'est ça? Exactement. Ok. En fait, l'histoire, c'est que on est 3 cofondateurs à la base. Avec Thibaut Elzière, qui est président de la boîte. Et le CTO de la boîte, j'ai Et plus le son CTO nom. qui s'appelle Jean-Yves. Jean-Yves, ok. Donc, on est 3 cofondateurs à la base. Thibaut, qui est pas opérationnel, mais qui est chairman of the board. Et donc, franchement, c'est un mec qui a vu beaucoup de boîtes, vu beaucoup de business, et où moi, je prends beaucoup de plaisir à lui partager notre plan et à avoir ses feedbacks. Mais ceux qui vraiment gèrent la boîte au quotidien, c'est Jean-Yves, qui gère toute la partie tech. C'est lui qui gère la tech chez Chauffeur Privé, chez Captain. Et moi qui gère le reste, go-to-market business. Go-to-market produit. Go-to-market produit. J'aimerais bien qu'on parle un peu de produits, Yes. et de go-to-market aussi, ça m'intéresse. Tu vois, au début, on parlait de designer un petit peu le produit, et ensuite aussi de ta vision produit. Ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas fait avant, vu que c'était ta première boîte. Donc, tu as appris en le faisant, ce qui est super cool, et je pense que c'est probablement la meilleure manière de le faire. Comment tu as appris justement tout ce qu'il faut un petit peu savoir pour faire du produit? J'aimerais bien aussi, tu vois, que tu expliques un petit peu ce que tu as appris dans des 5-6 années à bosser dans une boîte où le produit, c'est le truc le plus important, qui est product-led, etc. Comment j'ai appris? Honnêtement, c'est de multiples canaux. Déjà, en côtoyant des gens qui sont forts en produit. Donc, par exemple, Thibaut et par exemple les premiers designers et product managers qu'on a recrutés, avec qui on travaillait. Je pense que côtoyer des gens qui te montrent what great looks like, ça te permet de savoir où mettre ta barre. C'est le premier point. Je consomme énormément de contenu et je continue aujourd'hui à savoir des livres sur le produit, sur Twitter, des articles, des newsletters pour toujours apprendre. Et je dirais que le troisième grand point, en effet, c'est en le faisant et en voyant ce qui fonctionne, en voyant ce qui marche, et aussi en utilisant des produits qu'on considère comme étant des bons produits, parce que ça te permet de te créer une représentation mentale, de te créer. On parle beaucoup de taste en produit, de goût. Et la meilleure manière d'avoir du goût, c'est de côtoyer le beau. Et donc, côtoyer le beau, ça te permet de te créer un goût. Et je pense que c'est le cas dans le produit, comme dans beaucoup d'autres thématiques, comme dans beaucoup d'autres domaines qui font appel à une dimension subjective. C'est-à-dire que ce taste, ce goût,
il faut le développer en regardant en regardant des choses belles. Après, tu peux avoir des avis, ça peut être subjectif, mais il faut être exposé à tout ça. Exactement. Et ensuite, la phase d'après, à partir du moment où tu as été exposé au beau, c'est de te créer ta patte. Et donc de savoir, toi, dans le cadre de la boîte que tu veux créer, quelle est la patte que tu as envie de donner à ce produit. Et je trouve qu'il y a une dimension à la fois très, très rationnelle dans le produit. On règle des problèmes qu'on va mesurer, qu'on va quantifier. Mais il y a aussi un côté un peu plus subjectif où on raconte une histoire. On raconte, et ça revient au point de vue data model, on raconte une certaine vision du monde, une manière avec laquelle nous, on pense que vous devez travailler. Tu veux qu'en l'utilisant, ça dise quelque chose. Ça résonne. C'est quoi la phrase que tu aimerais que les gens se disent en l'utilisant? J'aimerais que les gens se disent waouh, c'est d'une grande simplicité. J'ai même pas besoin d'y réfléchir. Je peux adapter ça à mes besoins très simplement, et ça me permet de créer des relations qui sont plus profondes, où j'ai toute la donnée qu'il me faut. Donc tu veux qu'on se dise c'est simple, mais qu'ensuite tu aies de la profondeur dans à quel point tu peux faire des choses. Et tu as dit le waouh, qui est intéressant aussi. Ça fait peut-être 30 ans peut-être plus que les gens voient des produits tech, et j'ai l'impression que l'œil des gens s'habitue de plus en plus à ce qui est bien, etc. Et que maintenant la barre est assez haute. Et il y a de plus en plus de produits où on se dit ils ont l'air optimisés pour un effet... un truc de magie, tu vois, sur Lovable par exemple, je pense que c'est construit pour qu'il y ait quelque chose de magique quand tu rentres. Cursor aussi, un petit peu ça. Il y a tu vois, le côté un peu magique. C'est quelque chose auquel vous pensez, cette première interaction avec le produit? C'est marrant parce que c'est un concept qui est pas mal documenté, qui s'appelle le aha moment. Donc, tu as envie, et ce qu'on dit, en particulier dans les boîtes product-led, c'est que une des clés, c'est de faire en sorte que tes utilisateurs arrivent au aha moment le plus tôt possible dans l'expérience. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que des leads, tu en as une quantité limitée. Et donc, plus tôt ils arrivent à un aha moment, plus tôt ils ont ce côté « Ok, ce produit est dingue. Ok, il se passe quelque chose. » Et donc, plus tu as de chances de les convertir en clients, et plus tu as de chances que ces personnes-là puissent recommander ton produit. Et que ces nouvelles personnes, ainsi de suite, aient le aha moment très tôt dans leur expérience. Et donc, le fait de réussir à ingénierer des expériences où très tôt, tu arrives à un moment qui est un peu magique, dans des boîtes product-led, c'est une des clés en termes d'onboarding. Mais c'est normal, c'est de la psychologie humaine. Tu vois, c'est-à-dire quand tu es salarié, tu arrives dans une boîte, si dans les 2-3 premiers mois, tu fais une putain d'impression, les gens s'en rappellent pendant peut-être 2-3 ans. Exactement. C'est très courant. En fait, le début est super important et il set un petit peu la barre. Et je dirais même, pour compléter ça, qu'on est dans un monde où notre attention est assez faible. Tu vois, notre attention est assez faible et où on est en compétition. Par exemple, prenons le moment où tu étais une nouvelle app mobile. Cette app mobile, elle est en compétition avec ton feed Twitter, ton feed Instagram, ton jeu Candy Crush. C'est pour ça que le consumer, ça doit être horrible. Exactement. Parce que t'es en TikTok et Instagram, et ils sont très très bons pour te remettre dessus. Pour créer des moments où tu as un shot de plaisir qui t'est procuré par une de ces apps. Et donc, il faut réussir à conserver un utilisateur suffisamment longtemps sur cette application jusqu'au moment où il se dit « Ok, je vais peut-être mettre ma carte de crédit », et plutôt qu'aller scroller sur Twitter. Et en termes de design produit, il faut lui donner un moment magique très tôt. Ouais. Il y a eu des grandes évolutions du produit, ou est-ce que ça s'est fait de manière très incrémentale depuis ? Alors, c'est fait de manière complètement incrémentale. Et je pense que c'est une des bases de notre méthodologie produit. C'est d'essayer d'avoir une architecture du produit qui est très extensive, et on vient rajouter des briques au fur et à mesure qui le rendent plus puissant, mais tout en gardant cette simplicité. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, il n'y a pas vraiment eu de gros pivots ou de la boîte. C'est-à-dire qu'entre l'intuition au début, alors bien sûr ça évolue, mais c'est beaucoup de briques que vous avez construit au fur et à mesure. Complètement. Et honnêtement, qui ont été beaucoup drivés par ce que nos customers nous demandent. Tes customers, la réalité, c'est que c'est la meilleure source de ta roadmap, c'est d'écouter très attentivement tes meilleurs clients, être sûr que c'est les bons clients, mais les écouter très très attentivement et construire selon plus ou moins ce qui changerait leur manière de travailler. Comment tu as géré
enfin, tu vois, presque la peur. C'est-à-dire que le début où tu te lances, où tu te dis, OK, what great looks like, c'est énorme. Ça va être des années pour construire le produit. Ça va être super compliqué. Où tu sais à peu près vers où tu vas, mais tu as toujours cette incertitude sur comment tu vas le faire, etc. Quand tu as commencé à bosser sur le produit, comment tu as géré ça pour avoir la patience de construire petit à petit et pas te dire, OK, en fait, il y a toute cette montagne à gravir et je sais pas comment je vais y arriver. Ben, déjà, je pense que l'anxiété, quand tu es entrepreneur, tu dois t'habituer à bien collaborer avec elle, bien vivre avec elle, parce que c'est inhérent. Tu as tout le temps l'impression qu'il y a un problème énorme qui peut te tomber sur la tête, et parfois c'est le cas. Donc il faut vivre avec ça. Honnêtement, c'est le point commun de tous mes copains entrepreneurs. C'est que tu as énormément d'anxiété parce que tu as plein de risques potentiels qui, en permanence, gravitent autour de ton business. C'est vrai que ça aide aussi beaucoup d'avoir des amis entrepreneurs et de pouvoir partager ce genre de sujet ensemble. On se rend compte. En fait, la solution, c'est pas de pas avoir cette anxiété-là, c'est d'avancer quand même. Et ensuite, en parallèle de cette anxiété, et je dirais que le penchant positif, c'est que moi, je suis un optimiste, je pense. Je crois que je pense tout le temps que les choses vont bien se passer. Je sais qu'il y a des risques, mais je crois à ma bonne étoile. Et la réalité, la meilleure manière de faire en sorte que, in fine, que ça se passe de la bonne manière, bah, c'est de les faire. C'est de te mettre dans une position où tu vas lever tes manches. Et s'il faut faire le truc, et si ça demande beaucoup de boulot, bah, juste tu vas le faire. Mais tu vas faire en sorte que ça arrive. Et je pense qu'il y a une forme de catharsis par l'action. C'est ça. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Sur la partie, on parlait des 2 casquettes que tu as, sur la partie go-to-market, donc juste avoir des clients, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que ton produit aide tes clients à avoir des clients et toi, tu dois avoir des clients. Sachant qu'au début, quand tu te lances, probablement, tu sais moins avoir des clients que tes clients. Et le deuxième truc que je trouve marrant, c'est que tu n'as pas la même manière d'avoir des clients que tes clients. Parce que, en fait, tes clients sont très, je pense, plutôt sales-led, etc. Et toi, tu es plutôt dans il faut construire un produit qui soit génial. Et donc, tu as 2 aspects qui sont. Alors, je dirais que ça, c'était vrai jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, et on en parlait en intro, aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui sont matures, qu'on met dans un process de sales plus traditionnel. 70% de notre revenu est encore product-led, c'est-à-dire qu'on touche à rien. On touche à rien, on met les mains derrière la tête, on construit le produit et on voit le revenu augmenter. Ça, il y a un côté magique. C'est quand même un peu magique. Mais sauf qu'il y a une certaine limitation, c'est que ça s'applique uniquement à des clients, aux clients les plus, qui ont les besoins les plus simples. On va être 5 et 10 licences. Il y a des boîtes qui sont devenues très très grosses et qui sont restées 100% product-led. Des boîtes qui sont restées très grosses et qui sont restées 100% product-led dans le milieu consumer, oui. Dans des boîtes consumer, oui. Des boîtes qui ont commencé product-led, on parlait de Notion, on parlait de Calendly. Ouais, on a parlé un peu avant de commencer. Exactement. Qui sont des grands exemples product-led. Qui, au bout d'un moment, vont avoir tendance à vouloir aller chercher des customers de plus en plus gros, de plus en plus matures, qui nécessitent de les prendre par la main. Tu m'as raconté tout à l'heure cette histoire, c'était le founder de Notion. Exactement. Tu peux le raconter. Quand j'ai échangé avec le founder de Notion quand j'étais aux États-Unis, et il me disait que c'est un des Ivan Zhao, c'est ça? Non, c'est son Akshay, exactement. Qui me disait qu'une de ses plus grands regrets s'il devait faire les choses différemment, c'est qu'il a recruté. Il a commencé à recruter la sales team trop tard. Pourquoi ? Parce que dans le monde du produit, on fantasme le product-led. C'est beau, c'est noble. Il y a un côté craft, artisanat, art, un peu au-dessus. Mais au bout d'un certain niveau de revenu, pour continuer d'accélérer, il faut des clients qui soient de plus en plus gros, qui aient aussi du revenu plus qualitatif, avec des meilleures métriques de rétention et d'upsell. Et ces clients, pour les closer, on a besoin de les prendre par la main. Parce qu'ils vont nous demander un contrat, ils vont nous demander un NDA, ils vont nous demander une migration. On rentre dans la partie service du software as a service. Dans le B2B, en fait, c'est vrai que je pense que tout est aussi sales-led. Enfin, tu peux être product-led, mais il y a toujours une partie sales. Même WordPress, je pense qu'ils ont des équipes pour leurs gros clients.
automatiques, etc. J'ai vu récemment que Anthropic, ils avaient des équipes qui allaient chez Bien Goldman Sachs monter des trucs sur place. Le nouveau mot à la mode, c'est Forward Deployed Engineer. Donc, Ça a été inventé par Palantir ou pas? Ça a Parce qu'au été- début, j'ai entendu ça plutôt chez Palantir. Exactement, ça a été inventé par Palantir, mais c'est un gros mot pour dire un sales qui va sur place, en gros. Et Ok, c'est pas vraiment un ingénieur, il n'est pas produit. Non, Ok. c'est des boîtes qui sont assez geeky, donc ils vont avoir une compréhension des sujets liés Ok. au Mais ils vont produit. plutôt appeler les gens qui sont au bureau pour Exactement. faire les trucs. Ouais. Ok. Et J'aime- et mais le aujourd'hui, mot est pas Palantir mal. Palantir a lancé la mode, et aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui, plutôt que d'appeler ça sales, appellent ça des Forward Deployed Engineers. Ça fait Et ingénieur de claque. combat. Exactement, ça claque. Ouais. Et aussi en tant que boîte, quand tu dis, écoutez, on va installer cette solution, c'est un Forward Deployed Engineer qui nous l'installe, Ouais. tu convaincs un peu plus les gens en interne versus leur dire, c'est un sales qui nous l'installe. Et tu as des boîtes qui. Alors, je sais plus, je crois que c'était AWS, j'en ai parlé récemment à un pote. Je crois que c'était AWS, je ne suis pas sûr, mais qui envoie peut-être 50 personnes pour des très, 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 très gros comptes. Et donc, c'est énorme. Ça représente une très grosse équipe qui va travailler avec le client, quoi. Exactement. Bah, la réalité, c'est que je pense que ce qu'on voit assez naturellement dans une boîte software, même une boîte product-led, c'est qu'au début de la vie de cette boîte, le centre de gravité de la boîte est plutôt autour du produit et de l'ingénierie. Et à partir du moment où on atteint un product market fit, le sujet, c'est évidemment de continuer à faire développer le produit, Ouais. mais c'est de créer la machine go-to-market. C'est de créer la machine marketing, sales, customer success, customer support, qui soit capable tous les mois de rajouter des centaines, des milliers de clients. Donc, ça, c'est ce que vous avez fait Et ça, depuis le début. ça, c'est ce que, au bout d'un moment, on a commencé à investir tout autant sur le go-to-market que sur le produit, parce que tu as un bon produit, tu as Ok. envie qu'il soit mis dans les mains du plus de gens possible. Donc, au début, c'était très produit et on suit un peu l'interaction des gens avec le produit. Et au fur et à mesure, vous avez. Au fur et à mesure qu'on passe le product market fit, et D'accord. qu'on peut mesurer à plein de manières différentes, on se dit, OK, j'ai un produit que je dois mettre dans les mains du maximum d'entreprises possible. Donc, tu n'essayais pas d'aller chercher des entreprises au début. Au début, la réalité, on avait 10 000 personnes sur notre C'était waitlist. la waitlist, les gens que tu contactes, etc. Mon but, un peu c'est autour juste de toi. créer un produit qui répond Ok. aux besoins. Donc, le product market fit, c'était pas en volume de gens qui s'intéressent au produit, c'était en utilisation. C'était en utilisation. À la quel fois- moment tu t'es dit, en fait, c'est bon, je suis post-product market fit? Je dirais qu'il y a plusieurs composantes qu'on a utilisées de manière simultanée pour le mesurer. Des métriques quantitatives, en particulier l'engagement, à quelle fréquence tu utilises le produit. Il y a des métriques particulières où tu mesures les personnes qui l'utilisent au moins une fois par mois, à quelle fréquence elles l'utilisent par semaine, par jour, et tu as des benchmarks de marché qui te permettent de te positionner, de savoir si c'est un outil qui est beaucoup utilisé. Si les gens l'utilisent souvent, dans la semaine ou dans la journée, il y a de fortes chances que ce soit un outil qui leur est devenu indispensable. Un des exemples un peu très connus, c'est Slack, où à la base, les investisseurs sont extrêmement excités sur Slack à cause de leur métrique d'engagement. C'est leur métrique d'engagement qui était exceptionnelle. Parce que C'est addictif, quoi. Ouais, on l'imagine, quand tu utilises Slack dans une boîte, la réalité, c'est que tu vas l'utiliser tous les jours. Ouais. Et donc, tu as l'engagement. 2, c'est la rétention. Donc, à quel point quelqu'un qui l'utilise jour 0, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, il est encore en train de l'utiliser. 3, c'est le paiement. Au bout d'un moment, on s'est dit, OK, il se passe quelque chose, on va permettre aux gens de mettre leur carte de crédit. Au début, on était gratuit, et voir à quel point les gens ont une proportion à payer. On dit qu'ils votent avec leur carte de crédit. Et 4, je dirais que c'est, et peut-être le plus important, OK, tout ça, on le mesure de manière quantitative, mais le plus important, c'est qu'est-ce que les gens te disent. Tu leur parles, est-ce que tu es vraiment un outil qui est indispensable, comment ils auraient fait autrement, et c'est ça qui te fait réellement dire, OK, putain, il se passe un truc, j'ai ce client qui a aucun autre moyen pour gérer ce process que de passer par nous. Franchement, ça, c'est des clients comme celui-là, il doit y en avoir des dizaines de milliers, allons tous les chercher. Une fois que tu passes ça, tu disais, il y a plusieurs briques dans le go-to-market que tu vas construire. Quelles sont les briques du coup que tu construis? Tu as parlé un petit peu tu vois, tu crées un peu de contenu. J'ai vu que vous faisiez des webinaires. Tu as la partie peut-être outreach. C'est quoi un petit peu les briques que vous avez construites pour le go-to-market? Bien sûr. Déjà, je dirais qu'il y a trois grands composants. Attirer des leads, attirer des sign-up, prendre ces sign-up, les convertir en clients, prendre ces clients, les retenir dans le temps.
faire en sorte qu'ils soient bien installés et les retenir dans le temps pour vulgariser. La première partie, c'est l'équipe marketing growth. La deuxième partie, globalement, c'est les sales. La troisième partie, c'est customer success, customer support. Pour s'intéresser d'abord à la première partie, comment attirer des clients. Là, de ce point de vue-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on fait des high conviction bets. Il y a plein de channels différentes qui existent pour aller chercher des leads. Tu peux faire du SEO, des ads sur TikTok, sur Meta, sur Google. Tu peux faire de l'affiliation, des partenariats. Il y a des dizaines de Tu channels. fais tout en même temps. Ouais, exactement. Et donc, nous, et la réalité, c'est que il y a un peu une tendance, quand on commence chez les entrepreneurs, à vouloir tout tester. Se dire, je dois tout tester absolument. Et je pense que c'est un peu l'image du growth qui a voulu, qui est le gars qui va tester un peu acquis, qui a contribué à ça. Nous, notre approche est différente et elle consiste à se dire quels sont les channels où ça fait réellement sens, qui devraient fonctionner, qui normalement, en utilisant le bon sens, sont bien adaptés à notre typologie de produit. Ces channels, on va commit et on va les faire marcher. On va se débrouiller, on va les faire marcher. Ça va peut-être nous prendre 6 mois, mais on va les faire marcher. Partant de là, nous, on a 4 gros channels qui fonctionnent pour nous. On a le SEO. Pourquoi ? Parce que les gens cherchent, j'ai besoin d'un CRM sur Google, aujourd'hui sur les chatbots, c'est super important pour nous. J'ai fait un test. Attends, c'était quoi le truc où vous êtes monté sur Claude? Notre cher ami Claude. Quel est le meilleur CRM pour les petites entreprises ou taille moyenne? Je sais plus ce que j'ai mis. Petite et taille moyenne, allez, on met les deux. Je crois que petite et taille moyenne, j'avais mis, et vous étiez un des 3. Ok. Ça, c'est excellent. C'est beaucoup de travail. ChatGPT, vous n'êtes pas monté. J'avoue. C'est pas vrai. Ouais, ChatGPT, vous n'êtes pas monté. Mais la réalité, c'est que, en tout cas, on fait beaucoup de travail sur ça, de telle sorte à ce que ça remonte. Ça, très important, mais un peu investissement long terme, non? Ou est-ce que tu vois directement les résultats? On le voit directement. Okay. Depuis 12 mois, il y a eu une accélération des profils qui viennent en particulier de ChatGPT. Ok, donc moi je suis un outlier. Ouais. Donc la réalité, c'est peut-être qu'on est moins bien référencé dans ChatGPT. Normalement, c'est pas le cas. Mais la réalité, tout dépend de la question, tout dépend du contexte. Ouais, exactement. Mais il y a tellement de personnes qui utilisent ChatGPT, 900 millions de personnes aujourd'hui, que dans tous les cas, c'est un channel exceptionnel. Et là, ils introduisent les ads d'ailleurs. Ils sont en train, as we speak, de mettre en place les publicités. Qui est super intéressant. Ce qui va être super intéressant. Donc, SEO et référencement dans les chatbots qui, c'est pas exactement la même chose, mais c'est le même type de travail pour y arriver que le SEO. 2, on fait beaucoup d'affiliation. C'est-à-dire qu'on travaille avec des partenaires, des agences qui revendent Folk ou qui prennent un pourcentage sur le revenu parce qu'elles ont une audience. 3, une audience, une agence, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec des entreprises, une audience dans le sens des partenaires avec lesquels ils travaillent. Ils vont recommander Folk parce que ce client-là a besoin d'un CRM. Ils vont prendre un cut sur le revenu. Exactement. On a 2000 partenaires aujourd'hui avec lesquels on travaille. Ouais, donc ça prend du temps, mais ensuite ça compound très fort. Ouais, ça compound très fort. Et c'est du revenu très qualitatif. Ils ont une offre, c'est-à-dire que les clients vont payer ils vont payer le même prix. Ils payent le même prix. Et les agences prennent combien ? 30%. Des revenus pendant 2 ans. Ouais, donc c'est cool pour eux et c'est très cool pour vous aussi. Okay. Et la réalité, c'est que nous, on n'a rien à perdre parce que c'est le coût d'acquisition. Les 30%, c'est le coût d'acquisition. D'accord. Ok. Donc 2, c'est des affiliations. Moi, j'adore ce channel. En effet, je trouve ça compound. Et après, il faut maintenir la relation avec eux. Il faut que les affiliés ils sachent comment vendre Folk. Il faut qu'ils aient les bons matériels pour pouvoir le vendre, qu'ils aient envie de le recommander. Donc ça implique de les maintenir vraiment à jour. Mais c'est une communauté qu'on travaille beaucoup. 3, on fait du paid ads sur LinkedIn notamment, sur Google. Okay, donc vous faites du paid ads. On fait du paid ads. Donc ça, c'est quoi ? C'est le CEO, donc toi, tu écris un post et vous le boostez ? Non, notre plus gros canal de paid ads, c'est surtout Google. D'accord, donc c'est surtout Google. Donc c'est sur des mots-clés. CRM for LinkedIn. Et ça coûte pas genre hyper cher parce que c'est crowded, les CRM ? Alors c'est l'idée que j'en avais. Moi, à la base, j'en avais l'idée qui était que CRM, c'est le mot le plus cher sur Google. Tu vois. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'on a réussi à aller sur une long tail où on n'est pas sur le mot CRM. Ouais, donc les long tail, c'est les mots
qui ont des probabilités un peu plus faibles, mais il y en a plein. Exactement. Et tu vas aller tous les chercher. Par exemple, si tu tapes CRM for, je sais pas moi, agencies, tu vas tomber sur Folk. Et on va avoir une page dédiée, CRM for agencies, des mots, Ou pour une channel spécifique. ou pour une WhatsApp, channel spécifique, LinkedIn. CRM for WhatsApp, etc. Donc il y a plein de manières D'accord. d'aller variabiliser Et les en requêtes. plus, vos revenus des clients, ils sont importants. Votre lifetime value, elle est importante. Donc, je pense que vous pouvez vous permettre quand même de bet Exactement. des gros montants. Quoi. En fait, la réalité, c'est qu'il faut se le Il y a dire. une équation, Il y a quelque ouais. chose de magique dans les ads, c'est que tu appuies sur un bouton, tu augmentes le budget. Donc, en termes de pour scaler les ads, Pour tester des choses, c'est génial. Quoi. et même pour scaler, ça permet d'accélérer très rapidement sur le budget marketing que tu as envie d'augmenter. Évidemment, tu as besoin d'un peu plus d'assets, tu as besoin de plus de pages vitrines, mais c'est assez simple à scaler comme channel. Ok, donc troisième channel ads. Et le quatrième, on fait de l'influence. On travaille avec des micro-influenceurs, notamment sur LinkedIn, sur Twitter, qu'on va aider à poster. C'est des influenceurs B2B. Et qui sont spécialisés sur des sujets sales, business. Okay. Exactement. Donc ça, c'est les 4 gros channels aujourd'hui sur lesquels on travaille de manière très active. Pour avoir de l'inbound. Pour avoir de l'inbound. Et ensuite, il y a une grosse partie de notre inbound qui est organique, où c'est juste simplement des gens qui en parlent, ou nos utilisateurs qui partagent avec d'autres utilisateurs, ce qui est à mon sens une très bonne mesure du product marketing. Tu n'as pas parlé de contenu créé par toi, par Folk. Alors le contenu créé par Folk, ça je compte ça plutôt comme du SEO, parce qu'on va mesurer ça comme étant du référencement. Le contenu créé par moi, je dirais que on n'est pas capable de traquer directement l'impact que ça a, parce que le tracking sur LinkedIn est très compliqué. En revanche, je sais qu'il y a beaucoup de leads qui vont en parler, qui vont le mentionner. Et tu vois, tu parlais de touchpoint tout à l'heure, donc tous les points. En fait, mine de rien, ça me semble important, parce que moi, demain, je veux un CRM. En fait, aujourd'hui, avant d'acheter un CRM, on a envie de voir c'est qui l'équipe, c'est qui le founder. On fait confiance à des personnes. C'est assez naturel de te dire, OK, ce truc a l'air bien, je vais aller regarder rapidement sur LinkedIn, Folk, CEO, OK, il a posté 2-3 trucs qui n'ont pas l'air trop cons. En fait, ça donne de la confiance. Et tu mets un visage auquel tu peux faire confiance. Et peut-être que tu vas passer par là avant de payer. Donc, Non, et je dirais que la réalité, ce qu'on voit dans le CRM, c'est que et dans plein d'autres marchés B2B, c'est qu'on ne sait pas quel est le moment exactement où la boîte va en avoir besoin. Et donc, ton rôle, c'est d'être tout le temps top of mind. Si tu as envie qu'ils pensent CRM, ah putain, il y a un nouveau CRM hyper moderne, ça s'appelle Folk. Je ne vais pas aller sur le vieux HubSpot, je vais plutôt aller me prendre un Folk et tu as envie d'être top of mind dans les discussions. Cette discussion, elle aura peut-être lieu à la machine à café. Et donc, ce lead, tu dois le toucher sur tous les canaux différents. S'il tape CRM sur YouTube, tu as envie de sortir. S'il tape ça sur Google ou sur ChatGPT, tu as envie de sortir. S'il assiste à un webinar marketing d'une boîte sales dans le plein milieu du Minnesota, tu as envie qu'elle te dise « recommande-moi un CRM », que ça soit Folk. Et donc, tu as envie d'être présent sur tous ces touchpoints. OK. C'est des choses que tu as mis en place au fur et à mesure. J'imagine que vous avez des équipes en interne et vous travaillez aussi avec des freelances ou des agences pour faire ça ? Donc, vous avez des spécialistes en externe sur chaque sujet ? Exactement. Okay. Moi, je crois beaucoup... Je pense que c'est assez naturel parce que c'est des points où il faut être un peu expert. Quoi. Exactement. Je crois beaucoup au mix de généralistes qui sont très forts pour penser à la stratégie. Donc, tu vas avoir par exemple des gens marketing. Exactement. Et pour penser à la stratégie, gérer le project management. Et des spécialistes qui vont être experts en ads, qui fait ça tous les jours pour 10 boîtes différentes. Du coup, qui va te permettre de comprendre assez granulairement quel doit être le setup de tes ads, les différentes stratégies de bidding pour que ça performe bien. Quoi. Aujourd'hui, vous avez combien de clients ? Aujourd'hui, on a 4000 entreprises clientes. On vient de passer ça le mois dernier. 4000 entreprises, donc c'est beaucoup. Et en nombre d'utilisateurs ? En nombre d'utilisateurs, on doit être peut-être en nombre d'utilisateurs en base de données, on doit être à plus d'1 million. Et d'utilisateurs payants au sein de ces entreprises, peut-être 15 000, entre 15 000 et 20 000. Ouais, ok, c'est beaucoup. 4000 entreprises, tu disais toutes les manières d'avoir ces gens-là, et vous avez levé 10 millions d'euros. Et j'ai vu quelque part que tu disais que tu essayais quand même d'avoir une équipe qui était relativement petite et pas de continuer à lever de plus en plus de fonds. Là, vous êtes combien actuellement ? Là, on est un peu moins de 25. Un peu moins de 25. Donc, en fait, c'est très peu pour ce que vous faites et pour là où vous en êtes. Comment tu penses un peu ce sujet ? Pourquoi tu préfères avoir une équipe qui est plus petite ? Comment tu le vois ? C'est un super point. Déjà, moi, je ne pense pas que la productivité d'une boîte est corrélée au nombre de personnes qu'il y a dans cette boîte. Il y a un effet où ça plateau assez naturellement.
en particulier, les sujets sur lesquels on le voit le mieux, c'est les équipes engineering, enfin les équipes tech. Les équipes tech, plus tu rajoutes des personnes, plus il y a des overheads d'organisation, de collaboration, pour faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. La métaphore que j'aime bien prendre, c'est, imagine tu as un fichier Excel, un modèle, bah, toi tu travailles en banque, donc tu vois bien, où tu as 15 personnes qui travaillent sur le modèle. Ça va foutre le bordel. Ouais. Tu vois, ça va foutre le bordel. Si tu as 40 personnes qui travaillent sur le même modèle, c'est pas le bordel que ça va foutre. Ça fout un bordel exponentiel. Exponentiel. Et la réalité, c'est qu'avoir une petite équipe avec une dizaine d'ingénieurs qui sont très seniors, qui connaissent parfaitement le produit, où il y a un effort de collaboration et un effort de coordination du coup qui est moindre, ça permet d'aller très vite. Et c'est un peu une nouvelle mode aujourd'hui, je dirais aussi dans le monde des boîtes, qui est de se dire plutôt où toutes les boîtes ont été un peu inspirées de WhatsApp, qui a vendu à Meta, où ils étaient moins d'une vingtaine de personnes. Où à partir du moment où tu as une équipe de gens qui sont vraiment commando, qui maîtrisent leur sujet, on peut faire énormément sans scaler l'équipe pour autant, parce qu'il y a un effet asymptotique en termes de productivité. Donc, effet asymptotique. Là, tout le monde parle du fait que automatisation, c'est des choses que tu vois ou c'est plus pour l'instant des paroles? Alors non, pour le coup, l'effet automatisation, honnêtement, on le voit de manière assez dingue. Moi, le sujet auquel ça s'applique le mieux, et bon, moi, ça m'éclate de voir ça, c'est le support. Nous, on reçoit des milliers de demandes au support toutes les semaines, auxquelles il faut répondre. C'est des questions auxquelles il faut répondre. On a mis en place un chatbot auquel on a donné à manger toute notre documentation. Qui répond directement aux utilisateurs. C'est super impressionnant. C'est super impressionnant. Et ça nous permet... Ça, c'est parfait pour cette utilisation-là. Et pour le coup, j'aurais dû recruter 4-5 personnes si on n'avait pas mis ça en place. Okay. Et aujourd'hui, ça nous permet d'éviter 4-5 Et sur le code, vous le voyez? Ou comme vous avez un produit qui est quand même déjà complexe Sur le code, je dirais qu'il y a une amélioration de la productivité, dans le sens où, déjà avec tous les sujets d'autocomplétion, où par exemple les copilotes ou les curseurs, ils te permettent d'autocompléter ton code. Donc sur les requêtes qui sont très répétitives, ça permet de ne pas réécrire les choses à la main. Ça permet d'accélérer le prototypage. Donc, par exemple, si on a envie de voir ce à quoi ressemblerait une fonctionnalité, ça permet de le avoir très simplement. Ça permet d'accélérer les... Donc, en design? En design. Donc, sur Figma, par exemple? Sur Figma, par exemple. Donc, sur Figma, tu as une espèce de copilote? Sur Figma, ce que tu peux faire, c'est prendre ton design et le donner à un Lovable ou le donner à un Replit ou le donner à un outil de vibe coding. Tu lui dis, tu me refais le front. Exactement. Et il te le refait, c'est fonctionnel, ça te permet de le tester. Ok. Tu vois, c'est assez dingue. Canon. Donc, tu le design, ça, tu le fais un peu à la main sur Figma. Ensuite, tu le prends, tu le mets à Lovable, il te le construit. Je te prends un exemple. Hier, il y avait un client qui est basé en Asie qui vient et qui nous dit, écoutez les gars, franchement, nous en Asie, on fait encore beaucoup d'événements. Chacun de ces événements, on rencontre énormément de gens qui nous donnent des business cards. Genre, c'est encore un truc en Asie. Moi, j'ai besoin d'une app qui prend des photos. Tu vois, qui prend des photos de ces business cards qui sont rajoutées automatiquement à mon Falcon. J'ai absolument besoin de ça, sinon on peut pas prendre le système. Et j'ai un des gars dans ma team qui a codé l'app en 2 heures pendant l'après-midi, qui l'a release sur le store pour ce client spécifiquement. Il prend une photo d'une business card, ça se rajoute au système. La business card est reconnue avec l'AI, ça te prend 2 heures. Donc, peut-être pour reprendre, ça change pas complètement le monde. Ouais, mais ça te permet de faire... Mais il y a certains points que ça change de manière assez fondamentale. Par exemple, permettre d'écrire beaucoup plus rapidement ton code. Par exemple, les petites améliorations, changer de la copie, changer un logo, ça n'importe qui dans la boîte peut le faire. Le prototypage. Et le 4e point, qui revient sur cette app, c'est les intégrations externes ou les outils internes qu'on est capable de créer très rapidement, qu'on n'aurait jamais priorisé par ailleurs. Par exemple par exemple, cette business card. Et nous, ce qu'on s'est amusé, on avait besoin de faire une deal room. Une deal room, c'est l'outil où tu centralises toutes les infos pour un lead. Ouais. Pour un lead, par exemple, le recording. Ouais, par exemple, le recording du call qu'il a eu avec le sales, le contrat, tous les articles support dont ils ont besoin, le résumé de leur pain point à eux. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit ça de manière automatique, où toute cette donnée est centralisée automatiquement. La deal room est envoyée au prospect automatiquement. Et ça, on l'a construit en une après-midi. Alors que ça faisait 6 mois qu'on cherchait un outil qui nous permettait de faire ça, parce que c'était notre besoin. Okay. Donc,
Et on n'aurait jamais demandé à notre équipe technique de le faire parce que la réalité, leur temps, il est bien mieux investi à améliorer notre corps produit. Donc, cette deal room, il y a peut-être des trucs qui sont un peu bancaux. Mais en tout cas, elle fonctionne. Ouais, Elle est fonctionnelle. Donc pour des petits tests, pour des petits produits, etc., c'est hyper utile. Et la partie customer, elle est énorme aussi. Sinon, tu aurais besoin de plein de gens. Donc, ok, donc tu es capable de continuer à grossir la boîte. Et dans le futur, tu veux continuer à faire grossir ta base client, ton produit, etc., en toujours essayant d'avoir l'équipe la plus lean possible. Exactement. Tout en grossissant. Ok. Comment est-ce que... D'un côté, tu as ça, tu te dis que tu peux continuer à grossir, mais de l'autre, tu as quand même des boîtes qui continuent à lever des 20, 30, 40, 50, 100 millions. Je sais pas, dans ton secteur, Atio, par exemple, qui est un CRM, je sais pas combien ils ont levé, mais probablement plus de 50 millions ou 100 millions. Donc, comment est-ce que tu vois le truc? Est-ce que tu te dis pas, OK, je vais moins lever, on va être moins nombreux est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils puissent, tu vois, par exemple, parler de go-to-market, qu'ils puissent bid plus sur les mots-clés ou plus investir dans le... Alors, évidemment, il y a évidemment les boîtes qui lèvent ces montants-là, c'est soit pour investir donc, souvent sur du people, pour accélérer en termes de nombre de people, pour investir sur du compute, parce qu'il y a des boîtes qui sont vraiment AI fondamentales et donc qui ont besoin... ouais, là, c'est de l'infra. C'est de l'infra. Ouais. Ou alors, qui ont besoin d'investir sur du marketing. Sur vraiment des coûts d'acquisition. Nous, le sujet de coûts d'acquisition, honnêtement, le secteur du CRM, il a toujours été compétitif, il le sera toujours. Nous, on paye le coût d'acquisition qui nous semble être juste par rapport à notre lifetime value. Donc, on n'a pas envie, un lead qui va te rapporter 100, tu n'as pas envie de le payer 200. Ouais. Un lead qui va te rapporter 100, tu as envie de le payer. Donc, il y a une notion de profitabilité. C'est-à-dire que tu as envie d'avoir des unit economics qui soient positives. Exactement. Rapidement. On est une boîte rentable. Là, aujourd'hui ? Oui, nous, on est une boîte rentable. Mais rentable ou rentable en brut? On est EBITDA à zéro. L'EBITDA est à zéro. Mais avec la team et tout, avec toutes la les team opérations. et tout, avec tout, on est EBITDA à zéro. Le but, c'est juste de garder l'EBITDA à zéro. Tu vois, de ne pas générer de l'EBITDA, on réinvestit tout dans la croissance, mais on est une boîte rentable. Mais c'est top. On est très content. On est très content. Okay. Souvent, il y a beaucoup de gens qui disent rentable, mais c'est pas un vrai rentable. C'est un rentable peut-être sur l'acquisition. Ouais, sur... ça, évidemment. C'est rentable sur l'acquisition. Si tu n'es pas rentable sur ton acquisition, il faut vraiment te poser des questions. Mais c'est très courant de ne pas l'être. Surtout au début. Ouais. Donc, sur le marketing, nous, on paye le coût d'acquisition qui nous semble être fair. Qui est fair d'un point de vue quantitatif. Dans tous mes investissements marketing, moi, je suis obsédé par une métrique qu'on appelle le payback, le CAC payback. C'est en combien de temps je rembourse mon investissement marketing à travers les revenus que ce lead génère. OK. Et donc, ça te permet de te dire, ce lead est rentré day 0. Il va break-even dans 6 mois. Il va break-even dans 6 mois. Okay. Et donc, nous, on ne fait pas d'investissements qui font que notre payback au global est à moins de 6 mois. Et à plus de 6 mois. Ah, donc j'ai trouvé le bon chiffre. Ouais, c'est le bon chiffre. Et tu as des boîtes qui ont des paybacks à 24 mois. Et parce que c'est des boîtes qui ont envie d'hyperscaler et qui vont chercher des leads plus compliqués. Intéressant. Donc, c'est le chiffre sur lequel tu optimises. Parce qu'en fait, c'est le... Moi, je veux du revenu qualitatif et profitable. OK. Donc ça, c'est le premier point. En termes de compute, le deuxième élément sur lequel tu peux investir, en termes de compute, nous, c'est assez maîtrisé. On n'a pas besoin d'entraîner des modèles. On utilise beaucoup d'IA dans notre produit, mais c'est assez maîtrisé. Donc, ça justifierait pas d'aller chercher plus d'argent. Et le dernier point, c'est la team dont on parlait, nous. Et donc, la volonté, on a plein de besoins. Il y a plein de sujets sur lesquels on va recruter cette année. Mais c'est de recruter toujours avec un horizon de profitabilité. On garde les l'EBITDA à zéro. On génère de plus en plus de revenus. Ce revenu, on le réinvestit dans la croissance. Et donc, ça nous permet de recruter de plus en plus. Mais on ne pense pas que ça soit en hyperscalant la team le plus rapidement qu'on va aller plus rapidement. Okay. Donc, une fois que tu as des unit economics qui sont positives, ce n'est pas forcément la bonne chose pour vous de vous dire OK, donc là, on va mettre plus de sous pour... On le fait. On réinvestit tout le revenu de la croissance, on le réinvestit. Chaque mois, j'investis entre 20 et 30% en plus dans mon budget marketing, ce qui est déjà beaucoup. Tu vois. Donc, la réalité, c'est que je ne sais pas si j'ai réellement un intérêt, si nous, on aurait réellement un intérêt à investir plus, parce que investir trop vite, nécessairement, tu le fais de manière moins profitable. Tu as plus de budget qui est exploratoire, on va voir si ça marche. Nous, on investit de manière profitable. La difficulté dans le CRM, qui d'un côté est une difficulté et de l'autre est un gros avantage, c'est que tu as des switching costs. C'est-à-dire que tu es là, en fait, tu as déjà un CRM, tu as déjà une boîte, sauf bien sûr si tu as des gens qui n'ont pas encore des CRM. Mais comme tu disais, tu as de plus en plus des plus grosses boîtes, de 10, 20, 50, puis plusieurs centaines de personnes qui utilisent Folk.
Et donc, tu as des gros switching costs de temps, de réflexion, de souffrance de passer de l'un à l'autre. Donc, comment vous gérez ça? Mais de l'autre côté, la beauté aussi, c'est que quand tu as un client, il est locked. Alors c'est marrant parce que j'étais en train d'écouter un podcast, je me souviens plus de quel investisseur, mais qui disait moi j'ai envie d'investir dans des boîtes où leurs clients Ouais. sont des otages. Ouais, c'est ça. C'est des otages. Exactement. les gars. Exactement, ouais, c'est Et ça. donc même si tu as envie de partir, ça. tu es enchaîné. Tu peux pas. Ouais. Parce que quand tu parlais des gens qui ont HubSpot quand tu as commencé, ils sont locked, tu vois. C'est très compliqué de sortir. Donc c'est pour ça qu'on parlait de la migration, c'est pour ça que le process de migration chez nous c'est fondamental. Nous tu peux nous arriver depuis n'importe quel système. On va faire en sorte que tu puisses retrouver ton data, ta donnée dans Folk aussi rapidement que possible. Et il y a plusieurs manières dont on le fait. La première chose, la plus simple, c'est que tu peux importer un fichier Excel, Notion, whatever. La deuxième chose, c'est qu'on va reconstituer ta donnée. Tu vas simplement connecter ton email, connecter ton calendrier, connecter ton WhatsApp. Tous les gens avec lesquels tu as déjà échangé, tout l'historique va remonter automatiquement pour toi et les personnes de ton équipe. 3, un click migration depuis HubSpot, Pipedrive, tous les usual suspects. Donc, migration de toutes les infos qui sont dedans? Toutes les infos qui sont dedans. On te les migre en un clic. Et comment tu fais ça? Parce que la boîte, elle te laisse. C'est comme, tu sais, quand tu changes d'opérateur en France, c'est la loi. Donc, il y a un numéro, ils sont obligés de te laisser. Alors, on a deux manières de faire. Comment tu fais pour prendre? Parce qu'il y a des notes sur chaque lead, il y a des interactions avec des membres de l'équipe, etc. Comment tu prends tout ça? On a deux manières de faire. La première, c'est que les exports sont toujours les mêmes depuis HubSpot et depuis Pipedrive. C'est toujours le même format d'export. Donc, c'est des exports qui sont d'une qualité pas exceptionnelle, mais que nous, on a appris à retraiter tout le temps avec les mêmes règles qu'on traite avec l'IA. Donc, tu mets juste le fichier. Chaque colonne, il y a des règles métiers pour la retraiter proprement et pour qu'elle soit un format qui soit compatible avec un import dans Folk. Ça, c'est la méthode 1. La méthode 2, c'est qu'on a un partenaire avec lequel on travaille qui s'appelle Import2, qui est connecté à tous les autres CRM et où tu peux mettre vraiment tes credentials, tu vois, ton login et ton password. Qui rentre, il prend tout. Il prend tout et il intègre tout par API Chain. Et donc, c'est un peu ces deux options qu'on propose. La plupart du temps, c'est pas très compliqué de migrer. Mais ça a été beaucoup de travail de rendre ça pas très compliqué. Ça, c'est compliqué. Ouais, ça, c'était compliqué. Ouais. Je pense que c'était des mois ou des années de temps. Exactement. Ouais. Et par contre, effectivement, ce qui est marrant, c'est que la beauté, c'est qu'ensuite, c'est très difficile de partir. C'est très difficile. Parce qu'en vrai, même si tu peux migrer, tu as des habitudes quand même. Non seulement tu as des habitudes, mais en plus de ça, tu as toute. C'est pas de la donnée statique, c'est de la donnée dynamique, de la donnée vivante, où il y a tous tes emails qui sont mis à jour automatiquement, tous tes échanges LinkedIn, tes WhatsApp, et où cette donnée, nous, on vient la retravailler pour te donner des insights que tu perdrais autrement. Par exemple, ce lead, qui est la personne dans ta team qui le connaît le mieux, quand est-ce que cette personne lui a parlé, c'était à quelle heure, qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on permet de centraliser de la donnée, de faire parler cette donnée. Ok. Il y a deux autres petits trucs dont je voulais parler sur le produit que vous avez mis en place. La première, c'est les channels. Je ne sais pas si c'est déjà dans les autres CRM ou pas. Par exemple, tu vois, avoir son WhatsApp, mais c'est super pratique. C'est que WhatsApp Business, je pense, non? Non, les deux. WhatsApp normal aussi. Ah, il y a WhatsApp normal aussi? Ok. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a... Et je pense que c'est un vrai changement dans le sales ces dernières années. C'est que tu parles au téléphone, puis tu envoies un message sur WhatsApp, et peut-être qu'il y a un commentaire ou un message sur LinkedIn, etc. Cette partie-là, Channel, j'imagine que ça devait être très compliqué à mettre en place, non? En fait, c'est beaucoup d'intégration. Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a vraiment écouté nos clients. Et nos clients, c'est des boîtes B2B qui vendent à des grands comptes, qui vendent de manière très, très personnalisée. Et donc, elles-mêmes qui s'adaptent à l'endroit où sont leurs clients. Si tes clients sont sur LinkedIn, ils vont leur parler sur LinkedIn. S'ils sont sur WhatsApp, je vais échanger avec toi sur WhatsApp, par mail, par téléphone, par call, et où ils ont envie que toute cette donnée soit reflétée dans leur CRM. Et donc, on a répondu à l'appel de nos clients. En répondant à l'appel de nos clients, on s'est rendu compte qu'en effet, le monde de la vente est en train d'évoluer vers ça. Est en train d'évoluer vers un monde où hier, on vendait principalement avec de l'email. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dont l'email est saturé parce que tu as des spams dans tous les sens. Tu te reçois des emails de prospection où ça n'a jamais été aussi facile de prospecter, notamment avec l'IA. Et où donc, il y a un mécanisme naturel où tes leads, tu as envie de les avoir sur des canaux qui font un peu plus organiques, qui font un peu plus informels, comme WhatsApp, ou de les avoir en call. Et tes leads qui sont déjà dans le funnel, tu as envie d'en prendre encore plus soin.
Parce que comme aller chercher des nouveaux leads, prospecter, c'est devenu plus simple qu'avant. Comme aller chercher des nouveaux leads, c'est plus dur. Bah, prends soin de ceux qui sont déjà dans ton funnel. Parle-leur là où ils sont, sois très personnalisé avec eux, comprends très finement cette relation. Et donc, on voit cette tendance et on construit le produit qui permet de répondre à cette tendance. Aujourd'hui, c'est une tendance qui se poursuit, c'est-à-dire que tu as de plus en plus d'automatisation qui permettent de contacter les gens rapidement. Et donc, tu as cette personnalisation, cette touche qui est de plus en plus importante. Je dirais que la touche qui est de plus en plus importante, c'est de permettre d'automatiser beaucoup de choses tout en gardant le côté très humain et très personnel de la relation. Je te prends un exemple. Nous, une chose qu'on fait, c'est qu'on scanne tous tes emails, tous tes WhatsApp, tous tes LinkedIn, etc. Et on voit les relations, les conversations sur lesquelles tu n'as pas relancé, tu as oublié de répondre. Ou une relance a été amenée, parce qu'on scanne ça avec de l'IA. On va identifier cette conversation, on va te la flaguer, on va rédiger une réponse qui se base sur le contexte de la conversation, en utilisant ton ton, ta manière d'écrire, et on va te laisser review avant d'envoyer pour être sûr que ça s'adapte au lead. Et la réalité, donc c'est ce que ça dit, ça, c'est que pour moi, le futur des outils qu'on utilise au sens large, et en particulier dans le monde de la vente, c'est des outils qui sont proactifs, qui font l'action pour toi, en se basant sur ta data. Et que tu valides, tu fine-tunes, tu valides. Et que tu valides, tu fine-tunes, pour garder le côté très humain. Où finalement, en tant qu'humain, moi, je vais coordonner différents, nous on appelle ça des assistants, différents assistants qui travaillent pour moi en permanence, 24/24, mais je reste aux manettes. Ok. J'ai vu justement que récemment, vous avez lancé une update avec plusieurs assistants. Bon, j'ai oublié leur nom, mais il y a un research, il y a un workflow assistant. Exactement. Et donc ça, c'est des assistants, en fait, c'est des espèces d'agents qui ont chacun une tâche spécifique. Exactement. C'est exactement ça. Et le play, c'est de dire que quand on réfléchit à la manière avec laquelle on travaillera d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, je pense que ça vaut le coup pour nous tous de se poser la question, qu'est-ce qu'une IA va faire mieux que moi ? Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'une IA va faire mieux que moi. En particulier, le customer support, on en parlait il y a quelques minutes. La réalité, l'IA... Aller regarder dans un doc, écrire... Elle n'a pas la flemme, surtout. Ouais. Elle n'a pas la flemme de répondre à 200 clients dans la même journée et de se réveiller le lendemain et de refaire la même chose. Ouais. Et de mettre le bon lien pour chaque point de réponse, etc. Donc, parfois, les réponses ne sont pas parfaites, mais nous, on passe beaucoup de temps à la fine-tuner. Et là, honnêtement, les résultats sont impressionnants. Donc, se poser la question de dans 5 ans ou dans 10 ans, qu'est-ce qu'une IA fera mieux que moi ? Il y a un point sur lequel les humains seront toujours meilleurs, c'est créer de la confiance. Se regarder dans les yeux, se dire, écoute, signe un deal avec moi, serre-moi la main, fais-moi confiance. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça, une IA sera jamais meilleure. Et donc, pour moi, le futur de la vente, c'est que les humains passent leur temps sur ce sur quoi ils sont les meilleurs, à savoir créer de la relation et de la confiance. Pour rendre ça possible, il faut que tout le reste de l'activité d'un sales soit pris en compte par le système sous-jacent. Aujourd'hui, un sales, il passe en moyenne 40% de son temps en call. Tout le reste, il fait de l'administratif. Des follow-up, trouver des leads, prendre des notes, etc. Nous, on aimerait qu'il passe 90 à 100% de son temps à interagir avec des clients. Et donc, tout le reste, on crée un écosystème d'assistants que les personnes vont orchestrer et qui vont faire toutes les tâches répétitives, rébarbatives auxquelles tu ne veux pas toucher. Ils vont identifier les boîtes avec lesquelles tu dois échanger. Ils vont te rédiger une petite note de recherche sur chacune de ces boîtes en prenant les dernières news, par exemple, que tu trouves dans Perplexity. Ils vont analyser les personnes avec lesquelles tu as échangé et que tu n'as pas oublié de relancer. Ils vont te dire, vas-y, relance cette personne et voici l'email que tu dois lui envoyer. Tu vas arriver sur un deal, il va te récapituler exactement ce qui s'est passé récemment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est déjà live. Et honnêtement, petit à petit, on se dit, un humain va passer son temps sur les activités qui resteront humaines. Ce qui est super cool, c'est-à-dire que c'est les échanges, etc., mais pas les notes d'après le call, parce que le call il est enregistré, pas chercher de l'info sur le prospect, parce que ça on peut chercher, etc. Est-ce que notre temps est réellement... est-ce qu'on a réellement intérêt à passer notre temps à retranscrire manuellement, comme un scribe, après avoir fait un call, et remplir les champs d'un CRM un par un? C'est plutôt robotique en fait. C'est très robotique. Et tu vois, l'histoire de la technologie, c'est de continuer à enlever toutes ces parties-là. Et si tu veux, à la base, le CRM a été créé pourquoi ? Parce que tu as les équipes d'exec qui avaient besoin de vérifier que les sales travaillaient.
D'accord. et qui avait envie d'avoir du reporting. Et de les ranker. Exactement. Ça fonctionne pas. Qui voulait avoir du reporting, avoir Employee of the month. Exactement, avoir un ROI sur le recrutement de chaque sales. Et donc, ces sales, ils devaient retranscrire de la donnée non structurée, le call que je viens de faire, l'échange que je viens d'avoir avec la personne, ce qu'on s'est dit dans le contrat, en de la donnée structurée, mesurable dans le CRM. C'est pour ça que les CRM ont été construits. C'est pour permettre aux execs de mesurer le ROI de leurs sales. Il y a donc, sur les calls, etc., il y a des outils pour enregistrer quand tu es en Meet. WhatsApp, ça n'existe pas pour l'instant, non? Tu peux enregistrer des calls? Non. Non, parce que Meta te laisse pas. Ouais. Ok. Meta, les coquins. Ouais, il te laisse pas. Ok, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand tu te lances en 2020, tu te lances en CRM. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est très compliqué. On en parlait un petit peu au début de la conversation. Si, j'ai pas envie de te dire ça parce que, comme je te disais, je pense que tout le monde te dit ça tout le temps, ce qui doit être un peu chiant. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on vient un peu l'inverse. Les gens qui veulent lancer des startups, ils disent plutôt, c'est le fameux moat, quoi, dont tout le monde parle. En fait, tu veux plutôt de la défensibilité, tu veux quelque chose que tu parlais de faire une app en 2 heures, tu veux plutôt quelque chose que tu ne peux pas faire en 2 heures. Et ça, c'est souvent soit de la tech vraiment très compliquée, soit être hyper fort en go-to-market, et que c'est possible aussi, soit une marketplace, soit une forme soit de la data propriétaire. Soit de la data propriétaire. Mais effectivement, aujourd'hui, dans ce cadre-là, on se dit que tu es dans un business qui plutôt est... Ouais, où la barrière à l'entrée est élevée. La barrière à l'entrée est élevée, où il faut construire beaucoup avant d'être, ne serait-ce que pouvoir s'appeler CRM, et où, évidemment, on code plus vite. Mais un CRM, c'est pas des lignes de code, c'est une expérience où tu comprends, et n'importe quel produit, c'est une expérience où tu comprends finement ce dont tes utilisateurs ont besoin à chaque différent maillon de leur travail. Donc oui, en effet, je pense que plus tu es dans un marché compliqué, aujourd'hui, dans l'ingénierie, dans le software, plus tu as des chances que les barrières à l'entrée soient élevées. Ouais. Alors, peut-être juste pour finir, un ou deux trucs. J'ai vu que vous aviez peut-être acheté une boîte, Parma. Absolument. C'est une acquisition ? Ouais, c'est une acquisition. Okay. C'est un des fondateurs que j'ai rencontré quand j'étais à San Francisco, avec qui je me suis super bien entendu, qui a monté un CRM, qui avait quelques milliers de clients. Mais c'était pas un acqui-hire, c'était vraiment pour le produit. Ouais, c'était pour le produit et les clients. D'accord. Et où on a récupéré leurs revenus, et je m'entendais particulièrement bien avec lui, et on a fait un petit deal pour se mettre d'accord. Ok. Cash et equity dans Folk, quoi. Exactement. Ok. Et le produit, il était un peu aligné avec ce que vous construisez? Le produit était très aligné avec ce qu'on construisait. Donc, ils avaient un produit beaucoup moins mature, mais qui avait une audience, mais qui n'avait pas trouvé un product market fit. Et on s'est dit que c'était le moment de récupérer ça. En fait, c'est lui qui a pris contact avec moi à la base. Et je me suis dit que c'était intéressant. Lui aussi voulait sortir du truc, ouais. Intéressant. Ok. Comment tu vois la boîte dans 5 ans? Écoute, on est à 4000 clients aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on en ait 50 000 ou 100 000. Okay. Moi, ça m'amuse d'imaginer des boîtes, d'avoir un call le matin avec une boîte qui est en plein milieu du Minnesota, qui est une agence qui vend des cylindres dans la plomberie et qui doit faire de la vente B2B. Et l'après-midi, d'avoir un cabinet de conseil en Indonésie qui t'explique qu'eux, ils font tout sur WhatsApp et qu'ils ont besoin de ça pour gérer leur base de clients. Moi, ça m'amuse. Donc, d'avoir cette grande diversité de clients et d'être sur un produit, tu sens qui est critique pour eux, où ils ont presque une dimension très émotionnelle par rapport à ce produit, et mettre ça dans les mains du plus de boîtes possible. Top. Bah écoute, je sais pas, peut-être un livre ou un film ou quelque chose qui t'a marqué? Un livre qui m'a marqué, il y en a beaucoup, mais peut-être un récent, c'est Si c'est un homme de Primo Levi. C'est un roman écrit par un auteur italien qui est très poignant et où ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment l'auteur a une construction sur plusieurs années d'un objectif auquel il a envie d'arriver, et où tu vis avec lui l'aventure du début à la fin. Et je pense que c'est une belle lecture de vacances. Redis-moi le nom. Si c'est un homme. Si c'est un homme, ok. Tu fais quoi en dehors du taf?
Écoute, je fais pas mal de trucs différents. Je joue au padel comme un bon entrepreneur marocain. D'ailleurs, j'ai un match ce week-end. J'essaie de voyager beaucoup autant que je peux. Je lis et je passe du temps avec ma famille, mes amis. Magnifique. Bah écoute Simo, c'était vraiment un plaisir. Plaisir partagé. Hyper intéressant. Je pense que j'ai appris plein de trucs. Super cool, super Écoute, intéressant. Super discussion. Bon courage pour la suite et on se retrouve avant les 50 000. Avant les 50 000. Et aux 50 000. On célébrera ça ensemble. Vas-y. Magnifique. Bah, merci Top. beaucoup. Top. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.